Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Réunion mensuelle des évêques maronites Abkelke sous l'égide du patriarche Rahi. Selon les prélats, les affrontements de Tripoli sont le résultat d'un règlement de compte entre les protagonistes régionaux. Rencontre entre Bachar el-Assad et Lakhdar Brahimi à Damas. Le président syrien estime qu'il ne peut y avoir de solution au conflit sans l'arrêt de l'aide étrangère aux groupes terroristes. Israël libère 26 prisonniers palestiniens mais accélère la colonisation en annonçant la construction de 1500 logements à Jérusalem-Est, de quoi menacer la fragile reprise du processus de paix. Et puis à suivre également dans cette édition, enfin libre après plus de 3 ans de captivité, les 4 ex-otages français d'Areva de retour en France. Sur le tarmac, François Hollande venu les accueillir en personne. Réunion mensuelle des évêques maronites Abkelke ce mercredi sous l'égide du patriarche Rahi. Les prélats ont condamné les violences meurtrières à Tripoli dans le nord du Liban. Selon eux, les affrontements qui ont duré plus d'une semaine sont le résultat d'un règlement de compte entre les protagonistes régionaux. Les évêques ont par ailleurs salué le plan sécuritaire mis en œuvre par l'armée pour rétablir la sécurité à Tripoli, tout en appelant les responsables à lever la couverture politique de tous ceux qui sont impliqués dans les combats. Enfin, évoquant la récente libération des pèlerins chiites détenus en Syrie pendant 17 mois, les évêques ont dit espérer que ce développement ouvrira la voie à la libération de tous les Libanais détenus dans les prisons syriennes, ainsi que des 2 évêques orthodoxes enlevés le 22 avril dernier en Syrie. Les services de renseignement de l'armée libanaise ont arrêté un van en provenance de Syrie et à bord duquel se trouvaient 3 Libanais, des explosifs et des armes. Le véhicule a été pris en chasse par les services de renseignement dès son arrivée au Liban et a été intercepté à l'entrée de la ville de Hermel, près du pont El Rassi. 2 jugements ont été émis à l'encontre des frères Samih et Sleiman Natour. Ils sont accusés d'avoir vendu de la viande avariée dans leur boucherie située dans le quartier de Tari el-Jdideh, dans l'ouest de Beyrouth. Samih Natour a été condamné à 3 ans de prison et une amende d'1 million de livres libanaises. Son frère a lui écopé d'une peine de prison de 2 ans et de la même amende. Leur société doit verser une amende de 10 millions de livres. Les 2 hommes avaient été arrêtés le 7 avril 2012. Souvenez-vous, en 2012, d'énormes quantités de produits alimentaires avariés avaient été saisis dans plusieurs régions du Liban. Le plus gros stock de viandes avariées saisies appartenait aux frères Natour. Leur société vendait de la viande à quelques 190 clients, parmi lesquels des restaurants, des supermarchés, des hôtels et même un hôpital. Les corps des victimes du naufrage au large de l'Indonésie doivent être rapatriés au Liban demain, près d'1 mois après la catastrophe. Le nombre de dépouilles s'élève désormais à 34 après l'identification par test d'ADN du corps d'un enfant. L'arrivée de l'avion transportant les victimes est prévue demain à 12h30 à l'aéroport de Beyrouth. Pas de solution dans le conflit syrien sans l'arrêt de l'aide aux groupes terroristes. Voilà la déclaration de Bachar el-Assad à l'issue de son entretien avec l'émissaire des Nations Unies pour la Syrie, Lakhdar Brahimi. Le président syrien estime que le succès d'une solution politique est lié à l'arrêt du soutien apporté aux groupes terroristes et à la pression exercée sur les États qui les financent. Brahimi, pour sa part, a souligné que les efforts déployés en vue de la tenue de la conférence de Genève se concentrent sur la façon de permettre aux Syriens de se réunir et de se mettre d'accord le plus tôt possible sur une solution à la crise. Et puis sur le terrain, quelques 1800 civils ont pu être évacués de Mordamia près de Damas. Cette ville aux mains des insurgés est assiégée depuis des mois par les forces gouvernementales. L'évacuation a pu se faire grâce à un accord entre le régime et les rebelles. Les troupes loyalistes auraient accepté de laisser sortir les civils, une opération d'apparente générosité à laquelle a participé sœur Agnès Mariam, une religieuse considérée par beaucoup comme un soutien du régime Assad. D'après les témoins, la population de Mordamia souffre de pénuries en tout genre. L'opposition accuse le régime de vouloir affamer la ville en maintenant le blocus. Les autorités de Damas affirment quant à elles que les habitants sont retenus en otage par les rebelles. En Égypte, le chef des frères musulmans a été interpellé tôt ce matin dans une résidence du quartier du Nouveau Caire où il se cachait. L'arrestation de Haïssam El Arian est le dernier épisode de la répression menée par le gouvernement contre les islamistes du parti Liberté et Justice.
La confrérie a été interdite par la justice au mois de septembre et ses avoirs financiers ont été saisis. Les autorités affirment que l'organisation incite à la violence et au terrorisme. Depuis l'éviction du président islamiste Mohamed Morsi par l'armée le 3 juillet, le gouvernement a multiplié les arrestations de membres des Frères musulmans, inculpés d'incitation à la violence contre les militaires. Mohamed Morsi et les leaders des Frères musulmans devaient être jugés à compter de lundi prochain. Mais le tribunal s'est récusé hier avant que ce procès ne s'ouvre. Une nouvelle date doit être fixée. Israël a libéré 26 prisonniers palestiniens cette nuit. C'est la deuxième étape d'une amnistie partielle destinée à relancer les négociations de paix en cours sous l'égide des États-Unis. Les détenus étaient condamnés pour le meurtre d'Israéliens avant ou juste après les accords d'Oslo de 1993. 21 d'entre eux ont quitté leur centre de détention en bus juste après minuit pour rejoindre leurs proches en Cisjordanie, où ils ont été accueillis par Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne. Les 5 autres ont été acheminés jusqu'à la bande de Gaza. Un premier groupe de 26 prisonniers avait déjà été libéré en août dernier, en geste de bonne volonté. Mais ces libérations, dénoncées par les proches des victimes d'attentats, ont été suivies peu après par une autre annonce qui risque de relancer les tensions entre Israéliens et Palestiniens, à savoir la construction de 1500 logements de colons à Jérusalem-Est, un principe auquel s'est toujours opposé Mahmoud Abbas. Dans un instant, nous ferons le point sur le scandale des écoutes de la NSA qui renvoie la balle aux Européens. Retour sur le plateau d'info de Futur TV. Après plus de 3 ans de captivité au Sahel, Daniel Larib, Thierry Doll, Marc Ferré et Pierre Legrand ont enfin pu fouler le sol français et retrouver leur famille. Leur avion, parti ce matin du Niger, a atterri en fin de matinée à l'aéroport militaire de Villacoublay, près de Paris. Sur le tarmac, le président François Hollande, mais surtout leur famille, pour des retrouvailles très émouvantes. Les 4 hommes ont été libérés mardi par leurs ravisseurs, membres d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Les circonstances exactes de leur libération restent inconnues. Restent aussi des interrogations sur l'éventuel paiement d'une rançon. Le gouvernement affirme qu'il n'y a pas eu de rançon versée aux ravisseurs. Paris met en avant le rôle clé joué par les autorités du Niger. Une source proche des négociateurs nigériens affirme en revanche que 20 à 25 millions d'euros ont été versés aux ravisseurs. François Hollande a salué le courage des otages avant de remercier le Niger pour son rôle déterminant. On l'écoute. Voilà, c'est une immense joie. Celle d'abord de Daniel, de Pierre, de Marc, de Thierry. Immense joie de retrouver leur famille, leur pays, et enfin de retrouver une vie libre. Je veux saluer leur courage. 3 ans. 3 ans d'épreuves, d'attente, de souffrance. Ils sont non seulement des hommes qui ont subi ces moments, mais ce sont de grands citoyens français qui ont fait honneur dans leur captivité à la France. Aujourd'hui, c'est la joie pour les 4 familles, pour nos 4 ex-otages, mais c'est encore une attente insupportable pour d'autres familles et pour d'autres otages. La France, c'est une république. Elle doit montrer à la fois sa capacité de dialogue, mais aussi de solidarité. C'est aussi pour la France une bonne nouvelle que de savoir que 4 de nos ressortissants sont maintenant libres. Mais nous n'oublions pas 7 autres de nos concitoyens qui sont retenus en otage. 2 encore au Sahel, 1 au Nigeria et 4 en Syrie. Les ex-otages n'ont pas souhaité s'exprimer à leur retour en France. Les 4 hommes faisaient partie d'un groupe de 7 personnes kidnappées le 16 septembre 2010 dans le nord du Niger à Arlit, un site d'uranium géré par le groupe Areva. Les 3 autres ont été relâchés au bout de quelques mois de captivité. Les ex-otages sont arrivés dans la soirée de mardi à Niamey, la capitale du Niger, où les attendaient Laurent Fabius, chef de la diplomatie française, et Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense. Réaction. C'était vrai, je vous raconte. Ça va, soulagé? Un petit mot s'il vous plaît pour François.
Non, mais j'attends de les revoir, tout simplement. Vous êtes qui? Thierry Donne. Et ça va, les traitements, ça s'est bien passé? Ben, vous le saurez très bien. Ça n'a pas été difficile? Mais c'est une épreuve. Voilà, félicitations en tout cas. Oui, merci. Oui, mais surtout heureux pour ces messieurs. Vraiment, ils ont pris une douche, on a dîné ensemble, ils ont passé une bonne nuit, mais sur le sol, parce que le matin, Il n'arrive pas à dormir ce matin. C'est vrai? Voilà, on est vraiment heureux, mais pour les familles, c'est quand même une joie extraordinaire, mais que d'aventure et que de difficultés. En bref, dans le reste de l'actualité de ce mercredi, au moins 44 personnes ont péri tôt ce matin en Inde lors d'un violent incendie à bord d'un bus provoqué par l'explosion du réservoir. Des enfants figurent parmi les victimes. Le feu a pris après que le bus a heurté le terre-plein d'une autoroute dans le sud entre Bangalore et Hyderabad. 5 personnes dont le chauffeur ont cassé des vitres et sont parvenues à sortir du bus avant qu'il ne soit ravagé par les flammes. Un kamikaze s'est fait exploser sur une plage près de la station balnéaire de Sousse en Tunisie. Aucune autre victime n'est à déplorer. Le ministère de l'Intérieur n'est pas en mesure de préciser les circonstances de l'attaque ni l'identité du kamikaze. Il aurait été repéré et pourchassé avant de se faire exploser sur la plage déserte. La police a par ailleurs appréhendé un homme qui tentait de se faire exploser à Monastir devant la tombe de l'ancien président Habib Bourguiba. Et puis la police chinoise, toujours sur le qui-vive à Pékin, 2 jours après l'accident de la glace Tiananmen. Les inspections de voitures ont été renforcées autour de la capitale chinoise. Les policiers recherchent 8 suspects originaires de la région du Xinjiang, une région où les Ouïghours, des musulmans turcophones, représentent l'ethnie majoritaire. Le gouvernement a écarté la thèse d'un accident et évoque plutôt un attentat suicide. L'incident a fait 5 morts et une quarantaine de blessés. Le patron de la NSA, l'Agence pour la sécurité nationale américaine, a catégoriquement rejeté les récentes accusations sur l'interception de communication en Europe par les services américains. Il était entendu sous serment devant la commission du renseignement de la Chambre des représentants. Il assure qu'il s'agit de données fournies à la NSA par des partenaires étrangers. Un coup de théâtre qu'il a doublé de raillerie en précisant que les révélations du Monde, d'El Mundo et de l'Espresso étaient complètement fausses. Des parlementaires européens en visite à Washington ont appelé, eux, à rétablir la confiance et à respecter certains principes. Barack Obama a annoncé lundi soir un réexamen des opérations de collecte de renseignements, notamment en matière d'espionnage de dirigeants étrangers, même s'il est resté très vague sur ses promesses. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Réunion mensuelle des évêques maronites à Bkerké sous l'égide du patriarche Rahi. Selon les prélats, les affrontements de Tripoli sont le résultat d'un règlement de compte entre les protagonistes régionaux. Rencontre entre Bachar el-Assad et Lardal Brahimi à Damas. Le président syrien estime qu'il ne peut y avoir de solution au conflit sans l'arrêt de l'aide étrangère aux groupes terroristes. Israël libère 26 prisonniers palestiniens mais accélère encore la colonisation en annonçant la construction de 1500 logements à Jérusalem-Est, de quoi menacer la fragile reprise du processus de paix. Et puis ils sont enfin libres après plus de 3 ans de captivité. Les 4 ex-otages français d'Areva sont de retour en France. Sur le tarmac, François Hollande venu les accueillir en personne. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Vous retrouverez Serge Berberi à la barre du prochain JT. Bonne soirée.